Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour sur la côte nord, plus précisément à Baie-Comeau, rencontrer un collègue chirurgien, un ami de longue date, Olivier Mailloux. Olivier, bonjour. Allô Jean-Pierre. Olivier, je jetais un coup d'œil à ta biographie, puis tu mentionnais que le fait d'être entré en médecine, pour toi, c'était l'accomplissement du rêve d'une vie. Effectivement, depuis aussi longtemps que je me souviens, c'est ce que je voulais faire. Mes parents me rappellent ça. Je me rappelle même pas du moment où j'avais autre chose. C'est sûr qu'on a des rêves d'enfant, mais ça a toujours été derrière ma vision des choses. Ça devenait quoi, ça, ce désir de faire de la médecine? On attrape ça où, en bas âge? Ma mère était infirmière, j'étais amené souvent à l'hôpital avec elle, puis ça a juste piqué ma curiosité, puis je suis embarqué là-dedans. Tu as débuté ta résidence en chirurgie en 2008, si je ne m'abuse. C'est exact. Puis tu as rencontré ta conjointe, Hélène, au début de la résidence ou à la fin du cours de médecine? 23 juillet 2008, 3 semaines après le début de la résidence. Puis Hélène est chirurgienne également, avec toi à Baie-Comeau. Exactement. Et on est mariés depuis 2014 et on a 3 enfants maintenant. Puis au début de votre relation, vous êtes-vous posé des questions, à savoir 2 chirurgiens ensemble, 2 vies de fous? Est-ce que c'est, plausible ou on se remet en question tout de suite? Ou, ça, c'est une très bonne question. En fait, on commençait, donc on ne savait pas tout à fait dans quoi on s'embarquait, puis le rythme que ça aurait. Par contre, rapidement, après la résidence, on s'est dit, si on est capable de passer à travers une résidence ensemble, il n'y a pas grand-chose qui va nous séparer. Par contre, on avait beaucoup cette discussion-là avec d'autres collègues, d'autres amis. Est-ce qu'on serait mieux d'être 2 personnes dans la même discipline ou dans le même domaine? Certes, il y a des pour et des contre. C'est sûr que c'est un rythme qui est assez rapide, mais par contre, la compréhension des difficultés est beaucoup plus grande et beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un support là, qui est très important au moment de difficulté. Le désir de vous installer à Baie-Comeau, c'était par choix aussi, par nécessité, j'imagine, parce que c'est pas nécessairement facile de placer 2 chirurgiens en même temps au même endroit. Exact. C'est un peu des deux, en fait, puisqu'on avait chacun des intérêts dans les champs chirurgicaux, mais pas assez d'intérêts particuliers pour vouloir faire absolument une surspécialité dans un domaine. On aime toucher à tout. Rapidement, la pratique en milieu éloigné, ou du moins la pratique généralisée de la chirurgie, nous est apparue là, comme le choix à faire. Comme tu le sais, la distribution des postes de médecine spécialisée au Québec font que il faut que les postes soient disponibles et dans des équipes qui sont plus petites en région que dans les grandes villes, trouver 2 postes, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ça nous a pris 3 ans trouver l'endroit. Puis, il y a une opportunité qui s'est présentée à Baie-Comeau, une ville extraordinaire avec un hôpital très bien équipé, avec une belle population. Puis, ça a été le coup de foudre à notre visite. Si il s'ouvrait des postes plus près des grands centres, est-ce que c'est quelque chose que vous considéreriez à ce stade-ci? Ça dépend. Présentement, on est très satisfait de notre carrière. C'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Un enfant malade qui nous nécessiterait de revenir, mais présentement, les challenges qu'on a, la diversité de notre pratique, il faudrait qu'on retrouve ce même type de pratique pour nous rapprocher. On n'aimerait pas diminuer la qualité, du moins la qualité que nous, on perçoit de notre pratique. Donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on cherche activement. On est très bien où on est et on s'attache de plus en plus à notre région. L'avantage des petits centres ou des petites villes aussi, c'est que tu peux mener à terme
plus de projets peut-être, comme notamment tu as mis sur pied un service de chirurgie bariatrique dans ton hôpital? Ben effectivement, le fait les machines restent avec les mêmes rouages. Par contre, on les connaît beaucoup plus rapidement. On devient à l'aise avec les interlocuteurs. Et souvent, les interlocuteurs ont ont plusieurs chapeaux. Bien, quand on fait partie rapidement de l'équipe, on est capable plus facilement, effectivement, ou du moins c'est l'impression qu'on a, de développer des projets puis les pousser. Un autre de tes intérêts de longue date, là, parce que ça fait un certain temps que je te connais, c'est ton implication dans l'armée. Ça vient d'où, cette deuxième piqûre? Ben, en fait... quel est ton statut dans l'armée, d'ailleurs, pour commencer? Ben, en fait, moi, je suis réserviste comme médecin spécialiste chirurgien. Le désir de servir dans les forces armées, ben, comme je le disais en introduction, c'est quelque chose qui remonte aussi à l'enfance, qui était un désir autre qu'un emploi. Mais ça m'a toujours resté dans la tête, j'ai toujours regardé. Et puis quand j'ai vu que j'avais l'opportunité de combiner les deux, bien, après discussion avec ma conjointe, évidemment, j'ai décidé d'appliquer pour une carrière de réserviste afin de pouvoir continuer à pratiquer la chirurgie, mais tout en servant mon pays du mieux que je peux avec les opportunités qui se présentent à nous. Qu'est-ce que ça implique, disons, comme travail ou comme temps ou en termes de semaines par année, fin de semaine ou autre, pour ceux qui seraient intéressés là, à suivre ton parcours? Bien, en fait, c'est sûr que l'implication... on nous demande, en fait, c'est nous qui devons créer nos opportunités. Il y a toujours des opportunités d'offrir des cours, ou lorsqu'il y a des déploiements ou des postes qui s'ouvrent. Ce qu'on nous demande, bien en fait, là, c'est évidemment de suivre la formation pour nous former et devenir autonome, puisqu'on reste, malgré notre profession, lorsqu'on devient militaire, on est un militaire avant tout. Puis, par la suite, les obligations vont dépendre évidemment là, de chaque corps de métier, puis de chaque unité également dans laquelle on peut être employé. As-tu été déployé à date? Non, je n'ai pas été déployé à date. Les opportunités ne se sont pas présentées. Par contre, j'ai eu beaucoup d'opportunités de cours, d'aller enseigner ou de recevoir des cours. Je fais également du service dans certaines bases militaires pour pouvoir aider les cliniques de santé qui sont là. Donc, on se trouve une manière de servir à notre façon. Si on revient un peu plus à ta pratique de chirurgien à Baie-Comeau, c'est quoi la pratique d'un chirurgien en région éloignée en 2021? Bien, c'est sûr qu'on a la vision du chirurgien des années 50 qui faisait tout, de l'orthopédie, à la gynécologie, à l'urologie, à la chirurgie générale. Évidemment, j'ai connu un collègue qui a fait ça, qui a pris sa retraite à 75 ans. Je salue Dr Nadeau. Évidemment, cette pratique-là reste quand même très vaste actuellement, plus vaste que moi et ma conjointe pensions. Donc ça va varier de l'oncologie, de chirurgie bénigne, hernière. Et en fait, comme je dis souvent les gens qui posent cette question-là, à la limite, c'est la nôtre, donc c'est celle qu'on va se mettre. Par contre, il faut savoir respecter ses limites pour le bien du patient. Notre orgueil ne doit pas passer avant le bien du patient. Ça m'amène à l'autre question. Est-ce qu'il y a une forme de deuil à faire quand tu commences une pratique en région puis tu arrives de ta formation en centre universitaire où tu as fait un paquet d'interventions que dans les faits tu ne peux pas faire, ou il n'y a pas le volume de pathologie, il n'y a pas peut-être les ressources de soins intensifs, d'imagerie médicale ou autre? C'est une excellente question, puis je suis content que tu l'amènes parce que c'est quelque chose qui est véhiculé, cette espèce de deuil où certains parlent de suicide professionnel, puis en fait, c'est tout à fait le contraire. Puis pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire découvrir la médecine spécialisée, peu importe la médecine spécialisée, que le domaine, que ce soit chirurgical ou médical.
En milieu éloigné, c'est une pratique qui est très riche. On parle de chirurgie, comme un certain de nos professeurs nous disait d'être un péloquin, on apprend des gestes techniques et non pas des opérations et on les combine. Donc en fait, tout ce que j'ai appris, même si je ne referais pas une opération comme un Whipple, les gestes que j'ai appris durant cette opération-là vont m'être utiles dans tous les cas que je vais retrouver. Puis, des fois, on a des surprises. En étant éloigné, on n'a pas accès à tous nos collègues, on n'a pas accès au transfert des fois rapidement, puis le patient doit rester avec nous, particulièrement des polytraumas ou quand il y a une tempête de neige. Donc, tout ce qu'on a appris nous permet d'être outillés pour mieux servir notre population. C'est en fait un défi qui est vraiment stimulant puisque comme on ne sait pas nécessairement tout le temps quoi on va trouver, et en fait, comme notre spectre est large, bien, on doit rester à l'affût tout le temps. On entend parfois parler de patients qui refusent de se déplacer vers les grands centres. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as souvent dans ta pratique? On en voit. Régulièrement, je dirais, c'est pas la norme. Par contre, on doit toujours d'offrir, si quelqu'un est plus compétent dans une chirurgie qui est dans laquelle il y a une surspécialité et qu'on a l'opportunité d'envoyer le patient, de l'offrir pour les soins. Mais en fait, c'est notre devoir de l'offrir. Puis, par contre, on reste dans la continuité des soins. Le patient, on va le suivre avant, on va le suivre après, particulièrement dans les cas de cancer, par exemple. Par contre, les patients qui décident de rester, si on a les aptitudes de le faire, bien à ce moment-là, ça nous fait toujours plaisir de les traiter, puisque les soins de proximité, bien, c'est quelque chose qui est excessivement important. Avec 8 ans de recul maintenant de pratique en région éloignée, si tu n'étais pas chirurgien aujourd'hui, tu devrais faire quoi? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Comme tu le sais, j'adore l'histoire. Est-ce que je serais historien? Non, je pense plutôt à un loisir qui est en permanence en background. J'ai fait beaucoup de génie civil quand j'étais jeune, en fait adolescente, avec mon père qui est ingénieur civil. Probablement que c'est là que j'irais, puisque j'avais appliqué à l'université. C'était mon deuxième choix. Tu parlais de loisirs, puis j'ai une image en tête qui me vient, là, que j'avais pas prévu t'en parler, mais ta passion pour les blocs Lego. En fait, ça pourrait friser l'obsession aux yeux de certains, mais on va passer ça sous comment dire, on va appeler ça un loisir. Donc ça, t'as une collection quand même impressionnante là, d'engins spatiaux et de toutes sortes de bidules faits à partir de blocs Lego. Ça devient d'où, ça? En fait, d'où ça vient, pour la petite histoire, en fait, ça a toujours été quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune, pour tous ceux de ma génération, mais même les générations présentes, beaucoup ont eu du plaisir. Puis moi, je me suis toujours rappelé que c'était les seuls cadeaux que je voulais à ma fête, à Noël. J'avais un bon bulletin, des choses comme ça. Puis en 2015, ma conjointe me dit « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? » J'ai dit « Je sais pas. » Puis j'ai dit « Ah oui, j'avais du fun à faire des Legos. » Puis elle m'en a acheté un. Puis j'ai retrouvé la passion. Puis mon petit côté collectionneur, donc des investissements, j'ai acheté des Legos plus rares. Mais ce que ça permet pour moi, c'est un moment de réflexion, un moment où je suis seul. On peut passer des heures et des heures, mais c'est sûr que dans notre train de vie actuel, c'est difficile. Mais tout en étant manuel, en faisant quelque chose avec nos mains, en réfléchissant, suivant un plan, conceptualisation 3D, en même temps aussi en regardant la structure, comment c'est fait en dessous, essayer de comprendre comment les ingénieurs ont créé ça pour que la structure se tienne. Quand il y a 7000 pièces, il faut que ça se tienne seul. Donc, pour moi, ça me fascine, comment c'est fait. Puis on voit aussi l'évolution à travers le temps. Donc, c'est le petit côté collectionneur, le côté manuel, le côté zen, méditatif de cette passion-là. Si je me trompe pas, tu m'as déjà dit que les blocs Lego, ça ne perd pas de valeur à toute fin pratique, là. C'est comme un blue chip. En fait, c'est certaines théories, mais effectivement, ça peut même devenir un milieu spéculatif. C'est sûr que quand quelque chose est produit de manière finie, on sait qu'il va y avoir un nombre X dans le temps
ben, ce nombre X-là, dans le futur, va finir par diminuer, puis il ne veut pas créer une rareté. Mais ça dépend toujours. Quelque chose a une valeur aux yeux de quelqu'un, mais peut ne pas en avoir aux yeux d'autres. Par contre, avec la mondialisation, l'Internet, on trouve toujours quelqu'un qui partage la même passion. Pour les gens qui voudraient pousser un petit peu plus loin, parle-nous donc un peu de ce qui est derrière l'industrie Lego, où c'est produit, un peu, parce qu'il y a toute une structure qui entoure ça. Là, ce ne sont pas des jeux produits en chaîne en Chine. Là, Ben, en fait, c'est sûr que je suis pas un expert, mais j'ai lu, j'étais allé visiter Billund, là où c'est créé. Donc, c'est une compagnie danoise, familiale, de jouets. Et par la suite, le fondateur, on commençait par des petites briques, mais le système n'était pas parfait. Il manquait ce qu'on appelle à l'intérieur les petites croix qu'on voit. Donc, ça manquait de stabilité. Ça s'est tranquillement développé. Et les modèles ont évolué, tant dans leur complexité que dans leur technique. Par contre, c'est une entreprise qui a une très belle philosophie, puisqu'ils ont essayé de faire une méthode Toyota d'envoyer une pièce construite en Chine, puis une autre construite en République tchèque, puis ça va être assemblé dans une usine au Mexique. Par contre, ils se sont rendus compte qu'il y a une perte de qualité importante. Donc, pour eux, c'était impensable. Donc, ils sont revenus à recentraliser dans leurs usines. Mais évidemment, je ne suis pas un membre de cette entreprise, mais c'est la petite histoire que je connais. Ce qui augmente la valeur de l'industrie, si on veut, en quelque sorte. Exact. C'est eux qui produisent le plus grand nombre de pneus dans le monde. Et voilà. Alors, on quitte l'univers des blocs Lego. Avec Como, tu es appelé à traiter passablement de patients qui sont issus des communautés autochtones. Au cours de la dernière année, l'affaire Joyce Echaquan a choqué l'opinion publique. Donc, l'histoire de cette dame qui est décédée à l'hôpital de Joliette dans des circonstances difficiles. Et plus récemment, en considérant que cet épisode est enregistré au début juillet 2021, il y a eu la découverte de multiples tombes sur des sites d'anciens pensionnats au Canada. Par exemple, 182 tombes qui ont été découvertes au pensionnat Saint-Eugène près de Cranbrook, 751 tombes anonymes détectées à Marival en Saskatchewan, 215 à Kamloops. Et toi, de ton côté, qui évolue dans un milieu qui est plus près de la communauté autochtone que je peux l'être à Québec, est-ce que c'est des événements ou des incidents qui sont discutés ou c'est un petit peu laissé de côté pour diverses raisons, un malaise ou autre? Ben, tout d'abord, comme tous, on a été choqués d'apprendre, tant pour Mme Echaquan que pour les tombes qu'on a retrouvées. Et j'en profite pour offrir mes condoléances aux familles et aux proches. C'est sûr que nos communautés Innu de la Côte-Nord sont très proches, en proximité. On a toujours, personnellement, j'ai toujours travaillé en collaboration avec les communautés. On apprend beaucoup d'eux, on apprend beaucoup à les connaître. C'est sûr que les événements qui sont passés là, pour la première moitié de 2021 ont été discutés. Ça a été discuté dans la table des chefs. Notre hôpital étant en proximité, on a déjà des représentants Innu dans l'établissement, dans la structure, et aussi des programmes là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mésentente entre les deux nations. Puis, on n'est jamais à l'abri de gestes ou de pensées de personnes indépendantes, mais comme structure et comme organisation, je trouve que c'est une beauté de notre établissement de pouvoir travailler en collaboration avec nos communautés, et c'est une force en fait. Quels sont les enjeux, ou c'est peut-être une question difficile, mais quel serait l'enjeu principal lié à la prise en charge là, de personnes issues des communautés autochtones selon toi?
Bien, d'abord, il y a une culture qui est différente. Donc, et puis, il faut essayer de comprendre leur culture et de respecter les gens. Ils ont des réalités, des fois, qui sont différentes, l'éloignement, la langue. Donc, ces difficultés-là, il faut simplement rester professionnel, écouter le patient, comprendre et ne pas arriver avec une idée préconçue de comment va se dérouler le plan de traitement. Il faut vraiment l'adapter au patient. Puis, du moins, c'est l'approche que j'ai avec mes clients autochtones. Merci. On revient peut-être un peu plus sur le côté politique de la chose, là. Donc, le fait de voir les drapeaux canadiens en berne, la journée de la fête du Canada, toi, comme citoyen canadien, tu perçois ça comment? En fait, j'écoutais une entrevue justement le 1er juillet. C'est une partie de notre histoire qui nous a pas, qui n'est pas enseignée, qui est pourtant là et qui a été décrite et dénoncée par les survivants. Je peux pas commenter sur la décision de M. Trudeau d'avoir mis les drapeaux en berne. Mais... De mon point de vue, qui suis moins près de ces communautés-là que toi, mais de mon point de vue de médecin, puis je pense qu'on est... Beaucoup d'entre nous sommes responsables ou coupables de ça. Je pense qu'on base notre opinion sur les peuples autochtones en fonction des patients qu'on rencontre dans les hôpitaux. Puis, dans bien des cas, les patients qu'on rencontre dans les hôpitaux sont des gens malades, qui sont parfois victimes de leurs mauvaises habitudes de vie, qui ont parfois des problèmes de toxicomanie. Et j'ai l'impression qu'on est un peu coupable parfois de, considérer ces gens-là comme étant des représentants du peuple autochtone, alors que c'est une portion de ce peuple-là qui est malade, comme n'importe quel Québécois qui se présente à l'hôpital intoxiqué ou avec une condition de santé détériorée par ses mauvaises habitudes de vie. Alors, on dirait que c'est comme un double standard. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi ou si je pousse un peu la réflexion trop loin. Ben, en fait, je pense que c'est le problème de la généralisation. Puis c'est dans toute chose. C'est pour ça qu'on doit rester professionnel. Et c'est pas juste pour les communautés autochtones. On peut juger beaucoup de gens. Quelqu'un qui fait que de l'oncologie va voir que des cancers. Imaginez que tout le monde a des cancers. Donc, il faut faire attention à cette vision de tunnel. Puis effectivement, c'est un très bon point que tu apportes, là. Donc, il faut juste prendre un pas de recul. Ces gens-là, nonobstant leur culture, leur origine, sont en souffrance et sont malades et ont besoin de soins. Avant la pause, on va alléger un peu nos propos. Ce serait quoi pour toi la définition de la santé? C'est quoi être en santé? C'est une grande question. Qu'est-ce que d'être en santé? D'abord, comme toute chose, cette définition-là, on la connaît une fois qu'on devient malade. Nos patients le savent. La santé, évidemment, c'est d'être... il y a la santé physique, la santé mentale. Il y a la santé aussi, à mon avis, émotionnelle. Dans le fond, c'est un tout. Et c'est un équilibre qui est précaire et qui est, à mon avis, intangible quand on l'a. C'est quand on ne l'a pas qu'on commence à découvrir quelles sont les composantes qui font que la santé est ce tout. Excellente définition. Alors, sur ces propos, on prend une petite pause. On vous revient dans quelques minutes. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation de Witissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.witissimo.ca au www.wittyssimo.ca witissimo.ca. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème.
Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette courte pause au balado La santé au-delà des mots avec Dr Olivier Mailloux, chirurgien à Baie-Comeau. Olivier, je voulais revenir quelques instants sur ta carrière militaire. Tu nous as dit un petit peu pourquoi tu avais joint l'armée, ce que tu faisais actuellement comme tâche au niveau de l'armée. Mais j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce que ça ajoute à ta carrière de chirurgien d'être associé à l'armée canadienne dans le moment. Ben en fait, ça a été très surprenant. Au début, quand j'ai joint, l'objectif était vraiment de servir et mon pays. Comme tu me connais, je suis nationaliste. J'aime mon pays. Mais je pensais pas apprendre autant. La formation, autant que ce soit pour les officiers que les sous-officiers que les hommes du rang, la formation offerte par les Forces armées canadiennes nous outille de manière insoupçonnée, à savoir de la gestion de conflits entre collègues, de l'organisation de la pensée du travail. Et sans m'en rendre compte, c'est ma conjointe qui me l'a fait remarquer, que ça a influencé ma capacité de tâches administratives que je faisais à l'hôpital, et donc j'ai transposé ces connaissances-là dans ma pratique. Comme tu le sais, je suis le chef de département de chirurgie depuis 2015 et ça m'a permis de m'outiller, quelque chose qui, malheureusement, dans la formation médicale, on n'est pas outillé pour faire ça. Donc, c'est là que je suis allé chercher et en plus, ben, ça fait partie d'une famille. Les gens disent souvent que se crée un réseau de familles de base en base. Évidemment, je ne suis pas transposé de base en base, mais de cours en cours, en rencontrant du nouveau monde, on reste très soudés, très en contact. Et on apprend beaucoup. C'est excessivement enrichissant. J'espère juste pouvoir en donner autant que j'en ai reçu. Je sais que ton statut hybride de militaire et de chirurgien peut limiter parfois l'étendue de certains propos ou les réponses à certaines questions. Je vais émettre mon point de vue, puis tu seras libre d'ajouter un commentaire si tu le désires. Durant la pandémie de la COVID-19, moi, j'ai eu l'impression que la structure civile qui avait pris en charge la pandémie était peut-être déficiente à certains niveaux pour avoir été proche de l'administration. Puis c'est pas une critique de l'administration parce que les gens qui sont là sont des gens dévoués. Puis je pense que ça a quand même bien été dans l'ensemble, la gestion de la pandémie. Mais à l'occasion, je me disais, il y a peut-être trop de paliers de gouvernance. Puis les chaînes de commande n'étaient peut-être pas toujours respectées nécessairement, dans ce sens que dans la structure hospitalière civile que l'on connaît, il n'est pas impossible qu'une décision soit évaluée, critiquée, modulée là, à chaque palier à mesure que l'ordre descend. Finalement, on arrive en bas parfois, puis la directive qui arrive d'en haut n'est pas appliquée ou elle a été un peu interprétée, modifiée. Alors là où j'aimerais t'entendre, c'est à savoir, est-ce que tu penses que dans une situation comme celle qu'on a vécue là, depuis le printemps 2020, est-ce qu'une structure militaire ou est-ce que l'implication de l'armée dans ce type de crise-là pourrait être utile ou aurait pu être utile au même titre que lorsqu'il y a une crise humanitaire dans d'autres pays, on envoie l'armée canadienne, les feux de forêt dans l'Ouest canadien actuellement, l'armée canadienne est déployée. J'ai l'impression que dans la crise de la COVID, ça n'a pas été un réflexe de dire on va impliquer l'armée. Là. Donc, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre à ça ou si tu as une opinion. Tout d'abord, je vais tenter d'y répondre à mon nom personnel et non en étant en position officielle des Forces armées canadiennes. Je crois que les interventions qui ont eu dans l'opération
des opérations qui ont été effectuées dans les maisons pour personnes âgées, les CHSLD, ont été d'un grand secours et je tiens à souligner le dévouement des soldats qui sont allés au front, parce que ça a été un combat et c'est pas un combat pour lequel l'entraînement classique militaire forme. Ces gens-là ont agi avec professionnalisme et selon moi, ont été au plus haut standard qu'on peut s'attendre du groupe des forces de santé de l'armée canadienne. Donc, effectivement, l'armée déployée, ça a été dans les inondations. Et je crois que je n'ai pas été déployé moi-même, mais je crois que pour tous ceux qui l'ont été, ça a été un honneur de pouvoir servir nos citoyens, nos Canadiens, et de les aider en période difficile, autant que ça pourrait l'être à l'étranger. Merci. Olivier, as-tu une devise, un mantra, quelque chose que tu te dis, que tu dis aux autres régulièrement, puis parfois qui te définit, là, qui dicte tes conduites? Oui, puis en fait, ça fait partie de ma devise officielle, familiale dans mes armoiries personnelles. C'est le travail récompense. Je crois que quelqu'un qui met l'énergie, l'effort, qui se donne, va arriver à ses fins. Et c'est ce que mon père me répétait tout le long de ma jeunesse. Et je crois que le simple talent ou la simple compétence, si elle n'est pas accompagnée de travail, ça mène nulle part. Tandis que quelqu'un qui met l'énergie, le travail, peut-être ça va être plus difficile qu'un pour un autre, mais va finir par arriver à ses fins. C'est ce qui a guidé ma carrière, ma vie, tant personnelle que professionnelle, puis c'est ce que je vais enseigner à mes enfants. Ça m'amène à te demander, Hélène et toi, donc, avez eu 2 carrières académiques, là, 2 carrières de chirurgien. Comment tu vois l'avenir de tes enfants, là? Donc, est-ce que tu les vois nécessairement dans un profil universitaire ou tu les vois plus, je dirais, développer là, leur plein potentiel dans n'importe quelle sphère d'activité? Tes enfants sont relativement jeunes. C'est une réponse difficile, mais je dois dire que la question se pose assez rapidement. Fais-moi confiance. Effectivement, puis en fait, déjà ma plus vieille question, on en discute. Mais bon, au début, elle voulait être astronaute, professeur, puis elle m'a dit ce matin qu'elle voulait être médecin. C'est sûr que on va encourager nos enfants à aller où ils vont vouloir aller. On va les supporter à se rendre. On avait le biais de viser une carrière universitaire pour atteindre son plein potentiel et moi, ce biais-là a été changé complètement quand j'ai vu l'évolution de mon demi-frère le plus jeune qui n'est pas allé à l'université, qui est allé faire une technique en génie civil et qui là s'épanouit, a une carrière florissante. Et je pense que c'est de trouver sa voie. Puis une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on veut, il faut aussi que ce soit réaliste, par contre. Il faut que ce soit quelque chose qui peut pas s'encadrer, mais se réaliser. Mais je ne vais pas leur imposer quoi que ce soit ou leur mettre des bâtons dans les roues. Par contre, je vais essayer de les guider du mieux que je vais être capable. Le plus beau souvenir de ta carrière? Question difficile. D'abord, un n'est pas fini, donc à date. À date. En fait, il y a plusieurs beaux moments. C'est sûr que la première fois que j'ai sauvé une vie, première semaine de garde, ulcère duodénal, perfobe qui saigne, en hémorragie, classique, textbook. En gastroscopie, mais un clip, 2 clips, 3 clips. Saignement semble un peu contrôlé, mais pas parfait. Puis là, il y a un clip qui lâche. Puis là, je mets un autre clip, il n'y en a plus. On va opérer le patient.
quelque chose qu'on fait rarement de nos jours, et dans notre résidence. Puis finalement, le patient a été sauvé. Un monsieur que je revois régulièrement dans la ville. Puis ça, en fait, c'est surtout dans la première semaine de pratique, c'est-à-dire que le bagage que j'ai reçu de mes professeurs, et je t'en remercie, nous outille pour être capable de réaliser ce sur quoi la société a investi dans notre formation. Tu as été chanceux, mais tu as tous les talents, là, mais tu as été chanceux d'avoir du succès avec une telle intervention dans ta première semaine, parce que parfois, on entend l'histoire des chirurgiens qui sont confrontés à des urgences comme ça, puis le déroulement est moins favorable, puis parfois ça teinte une carrière ou ça attaque un peu l'estime de soi. Donc, les astres étaient alignés pour toi cette journée-là. Oui, c'est ça, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a des événements qui sont tristes ou des événements qui sont sombres dans nos pratiques. Par contre, il faut en apprendre, puis s'en servir pour nos prochains patients. On fait un virage à 180 degrés, une situation difficile dans ta carrière de chirurgien, même si tu dis que ça vient de commencer, tu as déjà quelques années derrière toi. Puis, est-ce que tu en as ressorti? Comment tu as géré ça par la suite? C'est sûr qu'il y a plusieurs situations difficiles, des diagnostics difficiles à donner, des conflits administratifs ou avec des collègues qui, en fait, pèsent plus lourd. Par contre, si j'ai un événement à prendre qui a été très difficile, c'est une plainte que j'ai eue d'une patiente. C'est une plainte au commissaire aux plaintes sur... en fait, au final, c'était un problème de communication. On s'est mal entendu. C'est très difficile pour les médecins. On essaie de faire ça pour être le plus serviable pour nos patients. Puis, comme tu le sais très bien avec ton expertise médico-légale, souvent la communication, c'est le nœud de la guerre. Finalement, ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu suite. Mais j'ai appris beaucoup de ça, mais ça remet beaucoup en question. Puis on est facilement ébranlé par ça, par le biais de sélection de nos personnalités. Je pense qu'il n'y a pas un collègue que je connais qui est insensible à ça. Puis quand ça nous arrive, ça peut être dévastateur. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, autant un échec médical que ce type d'événement-là peut rendre une carrière subséquente, disons, plus difficile. En fait, je connais quand même les spécialités chirurgicales relativement bien, le secteur médical aussi, mais puis je dis pas ça de façon négative, mais je pense qu'on a tous un certain fond de narcissisme qui vient avec la pratique. Est-ce qu'on a une chirurgien à cause de ça ou ça vient avec le temps? Mais c'est vrai que c'est une blessure narcissique, c'est soit une plainte ou une poursuite médico-légale. Je dirais qu'on va prendre ça plus, entre guillemets, personnel que si on était à l'emploi d'une compagnie. Ça a peut-être lien avec le fait aussi qu'on soit des travailleurs autonomes. Donc, on n'est pas des salariés de l'hôpital, on est à notre propre compte. Donc, ça vient vraiment attaquer notre intégrité propre. Puis là, je parle même pas de tous les enjeux liés juste à la gestion administrative d'une plainte là, qui viennent consommer du temps, de l'énergie, qui nous remettent, comme tu le disais, en question, puis qui nous amènent à parfois poser des questions quand même sur certains éléments de notre conduite, même si dans les faits, on n'avait pas rien à se reprocher. Il y a quand même un patient qui était insatisfait là, face à nous. Oui, c'est sûr que je vois, c'est une blessure qui vient pas tant dans l'amour-propre que moi, personnellement, j'étais très triste que cette patiente-là n'ait pas été satisfaite et qu'elle se soit sentie lésée alors que c'était pas du tout mon intention. Donc, c'est surtout ça qui est... Puis, ça m'a amené à changer certains aspects de ma pratique ou de ma manière de communiquer avec les patients. Puis, faut prendre le négatif puis l'utiliser en positif. Donc, c'est là-dessus que je bâtis. Si on parlait du privé en santé, as-tu une opinion sur le privé en santé? Est-ce que c'est bon, mauvais? Comme
toute chose, ça dépend de ce qu'on en fait avec le privé. Est-ce qu'il y a du bon? Certainement. C'est sûr que de faire partie d'une entreprise, l'efficience est souvent plus augmentée puisque la gestion, tout le monde a un sentiment d'appartenance. Par contre, la sélectivité, donc, est-ce que c'est accessible à tous? Je crois que ça peut avoir sa place. Présentement, on le voit, les blocs opératoires qui ont été développés au privé peuvent nous servir comme soupape pour essayer de rattraper le retard de la pandémie. Donc, je crois que si c'est bien encadré et que ça fait partie... Il ne faut pas que ça soit développé en parallèle, il faut que ça soit une partie intégrante du système. Donc, mais privé, mais qui fait partie du tout. Dans le système, il peut avoir plusieurs composantes. Actuellement, le privé est vu plus comme un compétiteur du système public. Il y a des ententes qui ont été négociées là, dans le cadre de la pandémie pour augmenter l'accès aux soins avec des clauses de non-compétitivité pour empêcher les cliniques privées de recruter du personnel dans les hôpitaux publics. Mais le privé, à certains égards, actuellement, est comme dans une lune de miel. Là, il y a un attrait incroyable du privé pour le personnel des blocs opératoires. Là, certains hôpitaux au Québec ont perdu 50% de leurs ressources humaines, pas toutes aux dépens du privé. Là. Il y a certaines personnes qui ont simplement pris leur retraite alors qu'elles étiraient un peu là, leur parcours professionnel, mais on sent vraiment un attrait. C'est comme si actuellement les gens ne sont pas conscients des côtés négatifs, entre guillemets, là, d'aller travailler pour une compagnie privée, finalement, dont le but principal en bout de ligne va être de faire des profits. Ben, je suis d'accord avec toi, puis probablement que si on se posait la même question avant la création du système de santé universel, les gens avaient l'inverse, puisqu'ils voyaient les côtés négatifs, que là, maintenant, on ne voit plus depuis 50, 60 ans. Effectivement, donc c'est un danger, puis moi, je pense qu'il faut y aller plus dans un modèle organisationnel, donc 2 composantes d'un système qui collaborent et qui travaillent ensemble et non pas une méthode de compétition, parce que c'est là que ça pourrait être dangereux de se tirer dans le pied. À ce titre-là, est-ce que le ministère de la Santé devrait devenir un peu comme Hydro-Québec, prendre des leçons un peu du privé, mais tout en restant dans le domaine du public pour aller chercher le bien, l'efficience administrative, le désengagement politique, dans un objectif de soins de santé de la population? Donc, disons que la santé deviendra un genre d'organisme parapublic. Et tant que ça appartient collectivement à la population. Serais-tu d'accord avec le fait qu'au point de vue politique, à l'échelle provinciale, de dépolitiser la santé, ça enlève essentiellement 50% du budget de la province du contrôle des politiciens, puis ça vide un peu l'agenda politique. Une fois que tu as enlevé la santé de l'agenda politique, c'est un peu peut-être une arme à 2 tranchants pour les politiciens. Je pense que pour les politiciens, oui, mais comme société, du moins, c'est une position que j'aimerais. Peut-être que déjà des politicologues ou des gens en sciences politiques ont étudié ces options-là, sûrement. Je serais intéressé de voir les pour et les contre de ça, mais peut-être qu'il y a des sujets aussi qui se font écarter ou qui n'ont pas leur place au soleil compte tenu de la grosseur de ce volet politique et qu'on devrait s'attarder. Ben, tu as peut-être répondu à ma prochaine question parce qu'on entre dans la section baguette magique de l'entrevue. Donc, si tu pouvais changer une chose aujourd'hui dans le système de santé d'un coup de baguette magique, ce serait quoi? Ben, ce qu'on vient de discuter, ça serait quelque chose que j'aimerais faire, mais si on reste dans le système actuel là, qui est là, je dirais que si on avait un coup de baguette magique dans une pensée très magique, ben c'est les ressources. Parce qu'on se rend compte que c'est les ressources avec un grand R, qu'elles soient financières ou matérielles, qui limitent. Donc, si on est capable de bien payer, bien encadrer, avoir suffisamment de personnel, je crois que notre système est excellent. C'est juste que, comme une auto, si on roule sur les fumes, même si c'est la meilleure voiture, on va pas loin. Donc, je pense que c'est vraiment les ressources. Mais évidemment, c'est une utopie, mais comme c'est une baguette magique. Trouves-tu que le réseau de la santé, c'est un milieu de travail qui est attrayant pour les jeunes aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a mauvaise presse.
Et c'est différent d'un endroit à l'autre. Moi, je sais que mon milieu de travail est très bien au bloc opératoire. Par contre, et ça va dépendre aussi d'une profession à l'autre, dans le même établissement ou dans la même unité. C'est sûr que la mauvaise presse actuelle, puis je pense que c'est une étape mandatoire. Il faut regarder des vérités qui doivent être corrigées. Mais il y a beaucoup de place à avoir un climat sain et enrichissant dans le système de santé actuel. Il faut juste que tous y travaillent pour que ça arrive. Sur une note plus personnelle, moi j'ai une de mes filles qui étudie pour être infirmière, donc puis j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que c'est un métier qui est difficile, qui est, je pense, mal connu, mal reconnu, et puis pourtant qui est plein de sources là, de gratification là, puis de satisfaction une fois qu'on trouve sa place dans ce réseau-là. Puis les opportunités sont multiples. Là. Autant j'ai des idées d'infirmières de bloc opératoire extraordinaires, autant je côtoie des infirmières gestionnaires au CHU de Québec qui sont tout aussi extraordinaires. Puis elles viennent du même réseau, de la même formation universitaire, puis ont des profils complètement différents. Mais je suis d'accord avec toi que dans le moment, c'est pas l'emploi là, qui doit susciter le plus là, de demandes ou de questionnements auprès des jeunes. C'est malheureux, c'est une belle profession. Ma mère étant infirmière, est infirmière-chef, a été aussi enseignante, directrice de programme à Garneau. Donc, j'ai une vision aussi des soins infirmiers et qui, tu l'as mentionné, peuvent autant être gestionnaires que bloc opératoire. Par contre, quand elles deviennent gestionnaires, souvent, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas outillées pour le devenir. Puis ça peut être une lacune du système. Donc, parce que c'est de la gestion, ça nécessite une formation et elles doivent le faire à travers leurs tâches si elles y ont accès. Donc ça, des fois, ça peut être une lourdeur de ce côté-là. Je vais reprendre la baguette magique, puis je vais t'offrir de prendre, selon l'heure du jour ou de la nuit, de prendre un café ou un verre avec n'importe qui dans le monde, qu'il soit vivant ou décédé. Quel est ton choix et pourquoi? Question difficile. Tant de personnes à rencontrer. Si j'en avais, je crois que j'irais avec la reine Élisabeth II. Ben moi, je te connais bien. Je suis pas vraiment surpris, mais je t'écoute. Non, effectivement. Mais en fait, ça par rapport avec The Crown, qui pour démystifier, je crois que une expérience de vie complètement unique, étant très proche durant la Deuxième Guerre mondiale, ayant vu l'abdication de son oncle, ayant passé à travers des décennies de changements dans son pays, dans un rôle où la monarchie actuelle est pas remise en question, mais en fait, disons, vue sous un autre angle. Et toute cette gestion-là, cependant, cette femme-là a toujours servi. C'est une promesse qu'elle avait faite oui. À son peuple et au Commonwealth. Puis moi, ça rejoint mes valeurs, ne serait-ce que d'humain à humain, là, et non pas avec un rôle. Donc pour moi, je trouve que ce serait extraordinaire de voir comment elle a pu manœuvrer à travers tout ça. Donc ça serait vraiment une rencontre très enrichissante. Si j'avais quelqu'un d'autre à choisir, j'aimerais bien Abraham Lincoln. Deux bons choix. L'image que j'ai de la reine Élisabeth, c'est au funérailles de son conjoint où, en raison de la pandémie, elle était essentiellement seule. Là, puis on se disait finalement, une fois les funérailles terminées, elle retournait là, s'isoler, seule, à un très grand âge, sans savoir si elle allait jamais revoir ses proches d'une façon normale. Donc, j'ai trouvé que c'était une image assez troublante là, sur les écrans de télévision. En effet. Olivier, avant de nous quitter, parce qu'on est en fin d'entrevue, je te donnerai d'abord le loisir de nous présenter une cause qui te tient à cœur, si tu en as une en tête à ce moment-ci.
Une cause qui me tient à cœur présentement, depuis maintenant quelques années, c'est l'Ambulance Saint-Jean, qui est un organisme millénaire qui a évolué depuis plus d'un siècle et demi au Canada, qui est un organisme bénévole qui permet d'assurer des soins de secourisme, aussi d'enseigner le secourisme et d'améliorer en fait la santé de la population canadienne, mais aussi partout dans le monde. Et c'est très inspirant de voir 20 000 bénévoles au Canada donner des millions d'heures cumulatives par année dans le but d'aider son prochain. Évidemment, c'est un organisme à but non lucratif et qui est très enraciné dans des valeurs qui sont très proches de la médecine. Donc, pour moi, maintenant, je suis impliqué dans cet organisme-là et j'invite les gens à le découvrir. D'ailleurs, tu es très modeste parce que je lisais que tu avais remis sur pied le secteur local de l'Ambulance Saint-Jean dans ta région. Oui, exact. Je voulais joindre, puis la division venait d'être fermée. Puis, je me suis décidé de me lancer dans cette aventure-là, mais je suis épaulé par toute l'équipe provinciale et la division de Québec. Donc, je salue tous les membres. Et c'est une très belle aventure et j'ai une très belle réponse de mes collègues médecins, infirmiers, nanothérapeutes qui se sont joints dans une équipe qui était inexistante, qui maintenant a grandi. Puis tout ça dans le but d'offrir des soins à notre population. C'est une belle perspective d'être au début de la chaîne de traitement alors que souvent on est à la fin. L'entrevue achève. Avant de nous quitter, aurais-tu un dernier conseil, une pensée pour les gens qui nous écoutent? Ça peut être les patients, ça peut être des collègues médecins, ça peut être des étudiants de tout niveau là, qui envisageraient une carrière chirurgicale comme la tienne. Ben écoutez, le message que j'aurais à dire, c'est la médecine spécialisée en région est une aventure inconnue. C'est, je pense, l'endroit qui va être à développer pour le système de santé. C'est une ressource inutilisée et ça va combler vos désirs professionnels et personnels au-delà de vos attentes. Alors, n'ayez pas peur, allez visiter, allez explorer c'est quoi. Et le pire que ça pourra faire, c'est d'augmenter vos connaissances et de mieux interagir avec vos collègues. Olivier Mailloux, merci. Merci Jean-Pierre. Alors, vous avez écouté le balado « La santé au-delà des mots ». Nous vous remercions pour votre écoute attentive. Je vous invite à visiter notre site internet baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Sur le site, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Vous pouvez m'envoyer des messages, me suggérer des invités, laisser un commentaire. Évidemment, je vous invite à vous inscrire au balado. Je vous invite également à visiter notre page Facebook. C'est un projet qui est en plein développement et nous allons avoir d'autres invités tout aussi captivants que mon ami le Dr Olivier Mailloux au cours des prochaines semaines. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.